C'est un endroit, l'école, où on doit se sentir bien, où on doit être à l'aise. Ça te demande une volonté de le faire parce que, tu sais, on est dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, place Vendôme ou à côté de la place Vendôme. Bon, ce sont des endroits intimidants un petit peu pour les gens qui n'ont pas l'habitude, qui viennent pas tous les jours prendre leur café rue de la Paix. Ce sont des endroits intimidants. Je ne fais pas des plans, je fais des choses et je m'amuse, je m'intéresse. Il faut être vivant dans sa vie professionnelle. Puis les opportunités, elles sont là, elles se présentent. On n'est jamais enfermé dans une boîte, en fait. On est enfermé dans une boîte que lorsqu'on se laisse enfermer. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans ce podcast, Brillante, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Marie Vallanet, la présidente et créatrice de l'École des Arts Joailliers. Bonjour Marie. Bonjour Anne. Alors Marie, comment tu es tombée dans les bijoux ? En faisant un grand plouf, formidable. Ce n'est pas un grand plouf et puis je me suis retrouvée enfouie dans les bijoux. Pas du tout. C'est un grand plouf et j'ai découvert un univers, telle la petite sirène, j'ai découvert un univers absolument magnifique, enchanteur, qui m'a complètement séduit. Mais je suis arrivée vraiment par hasard, finalement, si tant est qu'il y ait des hasards dans la vie, puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle comme enseignante. J'étais professeure de français et en fait, pendant toutes mes premières années d'études, je me destinais à l'enseignement et en fait, j'ai enseigné relativement peu de temps, 3 ans, et j'ai souhaité me diriger vers l'entreprise privée. Donc, j'ai refait des études de marketing et des études commerciales. À la suite de ce deuxième cursus, j'ai donc rejoint l'industrie pharmaceutique et puis une industrie optique dans laquelle j'ai eu des fonctions marketing et commercial, comme mon deuxième cursus le supposait. Et dans ce déroulement d'expériences diverses, un jour, j'ai croisé la route de l'univers de la joaillerie via une grande maison, quartier pour ne pas la nommer. Et donc j'aurais pu effectivement tomber beaucoup plus mal. Et je dirais que je suis rentrée dans la petite porte quand même dans l'univers des bijoux, parce que vous imaginez bien que moi qui ne connaissais rien à cet univers, cette maison n'est pas allée me chercher pour parler des bijoux, puisque je n'y connaissais rien. Donc je suis rentrée par des produits annexes, disons, sur des fonctions marketing, sur le développement de lignes d'accessoires. Et puis petit à petit, je dirais la passion de cet univers, ou la fascination de cet univers, ou l'énergie, voilà, le terme qui convient, c'est énergie. L'énergie de cet univers et cette découverte d'un milieu complètement différent que j'ai fait avec beaucoup de curiosité. Ah oui, il faut que je dise qu'une de mes caractéristiques premières, alors je ne me garderai bien de qualifier ça de qualité ou de défaut, mais une de mes caractéristiques premières, c'est la curiosité. Donc, je viens de citer un certain nombre d'univers professionnels avant d'arriver à la joaillerie, donc bon, tu imagines bien que ma curiosité a été servie déjà à cette époque-là. Donc j'arrive dans cet univers, j'y arrive par les accessoires, et puis il se trouve qu'un jour on me demande de m'intéresser à l'univers des bijoux. Ce que j'ai fait, toujours guidée par cette curiosité, et là, j'ai eu le privilège de rencontrer toute une série de personnes qui m'ont transmis leurs connaissances, leur savoir-faire, leur expertise.
Et j'ai été très frappée par cette expérience, par la générosité avec laquelle on a transmis des compétences, des connaissances et des compétences à moi qui n'y connaissais rien au bijou. Et je dirais que c'est le début de l'aventure joaillière. Et donc, on est en quelle année et on est toujours chez Cartier ? Alors, on est toujours chez Cartier, on est en quelle année ? C'était quand même au siècle précédent, vois-tu, et c'était il y a 33 ans. Et donc, je suis restée en tout chez Cartier 10 ans, 10-12 ans, quelque chose comme ça, avec différentes fonctions. Donc, des fonctions marketing développement, marketing de distribution, et puis également une autre aventure à l'intérieur même de cette maison, le jour où le président charismatique de Cartier, qui s'appelait à l'époque Alain-Dominique Perrin, m'a demandé de prendre des fonctions sur le retail. Et là, une fois de plus, je découvre un nouvel univers, qui est l'univers des boutiques en France. Et je plonge également dans un autre plouf, finalement, à l'intérieur de la joaillerie, avec un univers complètement fascinant, trépidant, dans lequel l'énergie, bien sûr, est nécessaire, et dans lequel il y a beaucoup d'adrénaline liée aux ventes, évidemment. Donc je découvre ça, j'ai adoré, c'est très exigeant, un peu fatigant, passionnant, et j'ai exercé ce métier pendant en tout 8 ans, si ma mémoire est bonne. Et puis, chance, au bout de ces quelques années, il se trouve que le groupe Richemont auquel appartient Cartier a pris la décision d'acheter la maison de haute joaillerie Van Cleef & Arpels, maison familiale jusqu'à cette époque, restée dans la famille. Et on me propose de rejoindre cette nouvelle acquisition sur le poste de directeur retail international. Donc, tu vois, là, je franchis également une étape un peu plus transversale, c'est-à-dire je ne suis pas en incursion dans un nouveau métier, parce que le retail, je connais, mais je travaillais sur la France. Donc là, j'élargis mon cursus D'ailleurs, je ne raisonnais pas en termes de cursus. Je dirais, j'élargis mon expérience en traitant des problèmes internationaux. Et c'était formidable. Pendant quelques années, ça a été très très bien. Et puis, après, la maison se développant, je pense qu'il n'a pas échappé à tes auditeurs que la maison Van Cleef & Arpels s'est, depuis le rachat il y a 22 ans, grandement développée, tout en gardant son identité de maison de très haute joaillerie, dont l'objectif est de viser l'excellence en permanence, ce qui suppose une exigence particulière. Et j'ai pris d'autres responsabilités plus élargies en termes de territoire, puisque je ne m'occupais plus uniquement du retail. Et tout ça a été absolument extraordinaire et passionnant. J'ai une grande chance, c'est que ma vie professionnelle m'a toujours comblée. Je ne me suis jamais ennuyée. Ce qui est mieux pour quelqu'un qui est curieux. Et à la suite de tout ça, je vais arriver à un grand tournant il y a 11 ans maintenant. Et le grand tournant, c'est la décision de Van Cleef & Arpels de créer une école d'initiation à la joaillerie pour le public. Qui est maintenant l'école des arts joailliers. Qui est maintenant l'école des arts joailliers, qui existe avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Donc grand tournant, mais finalement fil rouge dans ma vie, la transmission, l'éducation, le partage des connaissances. Tout se rassemble. Tout se rassemble, exactement. Tout se rassemble, tout a un sens. Finalement, oui. Du coup, l'idée, elle est venue comment ? Oh, l'idée, elle est venue... j'aime bien cette histoire parce que ça vient d'un échange, d'une discussion avec le président à l'époque de Van Cleef & Arpels, qui était Stanislas de Kersies, Nicolas Boss, qui était déjà dans la maison avec des fonctions importantes, et moi-même. Une discussion à bâton rompu sur comment faire connaître notre univers qui nous passionne, notre univers remarquable, de créateurs, d'artisans, de gémologues qui vont chercher dans le monde entier les pierres les plus magnifiques, d'un savoir-faire, d'une culture, d'une histoire. La force du bijou en tant qu'objet lui-même, ce n'est pas du tout un objet comme les autres. C'est un objet qui accompagne l'histoire de l'humanité depuis le début. Et c'est un objet qui se transmet, ce n'est pas un objet que la consommation détruit. Donc c'est un objet à tous égards qui est très particulier. Bon, c'est pas à toi que je vais le dire. J'en suis convaincue. Tu en es convaincu, mais on ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez, surtout aux Français qui ne le connaissent pas, alors que ça rayonne dans le monde entier. C'est exact, c'est exact. Et c'est pourquoi l'école est pertinente. Et cette volonté de créer, d'ouvrir une école d'initiation à la joaillerie pour le public, c'est-à-dire une école qui ne soit pas une école de formation professionnelle. Il y a d'excellentes écoles de formation professionnelle en France et ailleurs. Je pense qu'on n'avait pas besoin de Van Cleef & Arpels pour cela. En revanche,
Lorsqu'on a eu cette discussion et que j'ai eu cette chance de faire partie de cette discussion, j'ai donc pu dire « Ah, mais si on s'intéresse au projet, je veux bien m'en occuper ». Et puis finalement, très vite, le groupe Richemont nous a soutenus dans cette démarche. Et quand je dis très vite, c'est 15 jours ou 3 semaines après, j'ai eu l'information que le chairman du groupe était intéressé par le projet, qu'il nous soutenait, qu'il fallait donc le développer. Et c'est là que je me suis rendu compte que rien n'existait dans le monde. Et c'était formidable, parce que si rien n'existe, on peut inventer ce qu'on veut. On n'est pas obligé de se référer à un modèle existant, on n'est pas obligé de, soit pour s'en démarquer, soit pour l'imiter, soit pour je ne sais quoi. Donc c'est page blanche, sujet vierge. Et là, c'était quand même très sympa. Et il y a du challenge, du défi, de la curiosité, et maintenant l'école a 10 ans. 10 ans en février 2022. Donc ça a été très vite cette histoire finalement, parce que entre le moment où on a eu cette discussion, le premier jour d'ouverture de l'école, il s'est écoulé 1 année, ce qui est vraiment très rapide. Ça a pris une ampleur assez importante assez rapidement. C'était génial, parce qu'il y avait tout à faire. Donc, bon, d'accord, c'est une école, alors on va donner des cours. Bon, très bien, de quoi on va parler? Quels sont nos sujets? Et puis, comment on va transmettre ces connaissances? Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut s'adresser au public le plus large, mais ça se pose donc le fait que vous ne demandez aucun prérequis. Donc, vous avez un public qui est hétérogène en termes de provenance géographique, culturelle, âge, préoccupation, vie professionnelle ou non, et formation initiale. Et c'est un certain nombre de défis à relever, parce que quand vous parlez de gémologie à des personnes qui n'ont aucune formation scientifique, et que vous êtes obligé d'aborder des notions de physique, de chimie, etc., bon, ça peut être ou un peu difficile ou pas évident. Mais à l'École des Arts Joailliers, nous posons le principe que toute connaissance peut se transmettre. Oui, moi j'avais bien retenu que vous fabriquiez des amateurs éclairés. C'est-à-dire qu'en fait, on est des amoureux du bijou et on cherche à en apprendre un peu plus, que ce soit sur de la théorie ou sur du pratique. Moi, j'ai eu la chance de participer, par exemple, à un atelier où j'ai appris à peindre, enfin, avec mes moyens, hein, bon bref. Voilà, j'ai appris à découper un papillon, j'ai cassé 3 fois ma scie bloc-fil, j'ai suivi le cours sur le diamant, j'ai suivi le cours sur le lapidaire où je me suis fait une manucure express sur le lapidaire, bon bref. Et donc en fait, je mesure bien non seulement l'intérêt du contenu, mais aussi la recherche dans ce qu'on appelle le développement pédagogique qui est nécessaire pour qu'on arrive quand même à découper ce machin de papillon, voilà, et qu'on arrive avec son papillon, alors que franchement, on est super pas doué au départ, quoi, en fait. Maintenant, après, c'est plus la peine qu'on me démontre la finesse de quelque chose, puisque quand je vois ce que modestement j'ai réussi à faire, je mesure à quel point les joailliers sont super doués. Ah, les joailliers, ce sont des médailles d'or aux Jeux Olympiques. C'est exactement ça. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ne le savent pas. Donc, ils sont d'une humilité, les joailliers et les joaillères, j'insiste, parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans les ateliers de joaillerie. Ils sont d'une humilité extraordinaire. Mais enfin, c'est la beauté de l'artisanat d'art. On rencontre des personnalités qui sont complètement dévouées à leur art, avec ce désir toujours de repousser les limites du possible. Ça donne des personnalités formidables. Les quelques professeurs qui sortent de l'atelier de haute joaillerie de Montcalfat, parce que tu as pu rencontrer à l'école, tu as touché du bois, à quel point ils sont non seulement brillantissimes dans leur expertise, mais d'une modestie et d'une humilité absolue, ce qui ont fait des professeurs à la fois passionnés, accessibles et adorables. Et attentifs. Mais tu as raison d'insister sur cet aspect pédagogique, parce qu'en fait, finalement, c'est presque la difficulté la plus importante de l'école, et c'est ce sur quoi nous passons beaucoup de temps. Avec ce présupposé dont je parlais tout à l'heure, toute connaissance peut être enseignée, ça peut être sportif quelquefois. Oui, j'avais retenu que, par exemple, dans le cours du lapidaire, bon, déjà, la taille qui était montrée en exemple, elle avait été appelée taille Marie en ton hommage, parce que c'était une taille simplifiée pour que les gens comme moi y arrivent quand même. Ils sont gentils, ils m'ont fait la surprise. Je ne savais pas, je savais beaucoup de choses sur le développement de ce cours jusqu'au jour où j'ai découvert qu'ils avaient appelé la taille Marie. C'est mignon. C'est mignon. Et en plus, la machine, c'est une vraie machine professionnelle, mais qui est comme un moteur en quelque sorte bridé pour que justement on ne se blesse pas. Que tu repartes avec tous tes doigts. Ouais, c'est un peu l'idée. Il y a vraiment le papillon, il est découpé à moitié, mais il reste encore quelque chose suffisamment pour que, par exemple, je casse 3 fois ma scie, mais que je m'aperçoive de la difficulté
difficulté, mais que j'y arrive. Voilà, tout le monde, j'ai regardé dans tous les cours, tout le monde y arrive finalement. Et ça, c'est un super boulot quand même. Merci, c'est un joli compliment. C'est très très passionnant à établir. C'est très très passionnant et à l'intérieur de ma casquette avec les différentes choses que je peux faire, en fait, il y a un rôle qui me semble très important et dont d'habitude on ne parle pas et je ne parle pas. Je pense que c'est la première fois que j'aborde le sujet en interview. Moi, je joue le rôle du candide. C'est-à-dire, moi, je suis la fille qui ne sait pas. Donc, je veux qu'on me raconte, qu'on m'explique. Et puis, si je ne comprends pas, je dis, ben non, je ne comprends pas. Donc, on recommence et on cherche jusqu'au moment où on a trouvé le chemin pour enseigner. Et tant que ceci n'est pas complètement maîtrisé, c'est-à-dire tant que ce n'est pas fluide, tant qu'on n'est pas complètement à l'aise, tant qu'on est sûr que les élèves ne vont pas être rebutés par la difficulté, ben on va chercher les chemins pédagogiques pour arriver à transmettre cette connaissance. Et donc aujourd'hui, l'école, c'est d'abord des cours et des conférences. Combien de cours et de conférences au total ? Alors aujourd'hui, nous devons avoir au programme 26 thèmes de cours différents. Lorsque j'ai créé l'école il y a 10 ans, il y en avait 7, avec un principe qui est assez simple, c'est que tous les cours sont donnés en français ou en anglais. Chaque cours dure 2 heures ou 4 heures en fonction des sujets. Il est systématiquement enseigné par 2 professeurs en même temps pour la dynamique du cours. Et c'est un programme roulant tous les mois. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui peuvent disposer d'une semaine entière ou de 15 jours ou d'un mois pour suivre un cursus complet sur ce type de sujet, quel que soit l'intérêt qu'on puisse avoir pour le sujet. Donc on est parti d'un principe complètement différent. C'est un peu comme une carte de restaurant. Donc on a une offre de cours, comme je le disais en français ou en anglais, qui se déroule tous les mois. Donc tu t'inscris à un cours par mois, 3 cours dans la semaine, ou un cours par mois tous les mois, ou une session de cours complète. Vraiment, c'est à la carte, en fonction de tes disponibilités et de la façon dont tu peux gérer ton emploi du temps personnel. Donc tous les cas de figure existent, en fait. Comme on enseigne également à l'étranger, on a également des élèves qui suivent des cours ici, et puis comme nous avons une deuxième école à Hong Kong, suivent certains cours à Hong Kong qui sont de passage dans la région. Donc on essaye d'être le plus flexible possible. Tu sais, je te disais, je pense, mission de l'école, transmettre la culture joaillère au public le plus large. Bon ben voilà, tout ce qui se passe ici, ça doit être en adéquation avec cette phrase simple, dans laquelle chaque mot compte. Transmettre, public, le plus large, culture joaillère. Tout ce qu'on fait ici doit répondre à cette mission que nous nous sommes donnée. Et donc, pendant le Covid, du coup, il y a eu plein de cours en ligne. Alors, pendant le Covid, c'était une grande question, ça, les cours en ligne, parce que l'enseignement de l'école s'appuie sur beaucoup d'expérimentation. Pourquoi de l'expérimentation ? Parce que bon, c'est un principe pédagogique de base. On sait qu'on n'apprend pas uniquement avec son cerveau, on apprend aussi avec la main. Et quand la main fait, la main se souvient. Tu parlais tout à l'heure de ton expérience où tu as cru perdre tes doigts sur le cours, sur le lapidage. N'en parlons pas trop, parce que sinon plus personne ne voudra suivre ce cours. Non, c'est pas mes doigts, c'est juste ma manucure. C'est pas grand-chose. Bon, ça va. On perd le principe de la main. Et c'est très très important dans l'ADN de l'école et dans sa manière d'enseigner. Donc transformer des cours avec expérimentation en cours en ligne était, de mon point de vue, très certainement voué à l'échec et décevant pour le public. Néanmoins, l'école était fermée. On ne pouvait plus recevoir des élèves en présentiel. Elle était fermée également à Hong Kong, puisque la problématique de la pandémie était similaire. Donc, on a voulu garder le lien avec notre communauté. Ce que nous avons fait, c'est de transformer nos conférences, puisque l'école donne également des conférences, indépendamment des cours, nos conférences en présentiel, de les transformer en digital. Comme beaucoup de gens, c'est là qu'ont fleuri des centaines et des milliers de séminaires, de web-séminaires, de ceci, de cela. Je dirais que ce qui nous différencie peut-être de la plupart d'entre eux, c'est que dès le départ, donc je vais remonter à presque 2 ans maintenant, dès le départ de cette situation sanitaire absolument inédite et incroyable que nous vivions tous, nous nous sommes dit, bon, au début on va s'adapter, si en termes de moyens et de techniques, et si je te parle de techniques de diffusion audio, ça, je pense que ça va te parler. Bon, on est un peu amateur, on fait avec les moyens du bord, et tout le monde va être très indulgent. Mais ça, c'était au départ. Et nous étions convaincus que très rapidement,
le public allait avoir une exigence de qualité. Donc on a travaillé très très vite, très immédiatement sur le fond comme d'habitude, mais sur la forme. Je crois qu'on a eu raison. Je suis sûre qu'on a eu raison rétrospectivement, puisqu'on a capté une communauté qui s'intéresse aux bijoux que je considère incroyablement vaste, qui était une magnifique surprise pour nous tous, puisque chaque thème de conférence en ligne aujourd'hui réunit 3000 participants du monde entier. C'est un apprentissage positif de la situation que nous avons vécue. Et la conclusion en est, c'est qu'il n'est pas question de revenir en arrière, mais il n'est pas non plus question d'abandonner nos conférences en présentiel parce qu'on a, que ce soit à Hong Kong ou à Paris, une communauté qui nous suit, qui est proche de nous, qui adore venir ici, rencontrer les enseignants, rencontrer l'équipe de l'école, échanger, et même, lorsque je parle de communauté, des amitiés qui se sont nouées entre participants aux conférences en présentiel. Ils sont ravis de se retrouver une fois par mois ou régulièrement. Donc on va piloter les deux maintenant. Et alors, en plus de ça, j'ai noté qu'il y avait quand même, une ouverture très forte vers les jeunes. Dans le sens où, en dehors de l'ouverture au public général, qui peut être jeune, vieux, peu importe, vous avez des bourses pour des jeunes, même en M1, et vous avez les fameuses journées d'études pour les jeunes comment on appelle ça, historiens de l'art, parce qu'ils ne sont pas tous docteurs. Au niveau master. Ouais. Au niveau master. Tu as raison, l'ouverture vers les jeunes, elle accompagne l'école depuis le début. Il est clair que c'est une école qu'on a créée pour les adultes. Donc on considère que ça commence à 18 ans. Mais on ne voulait pas laisser de côté les enfants et les ados. Donc il y a quelques ateliers. Ce n'est pas l'activité majeure de l'école, mais il y a quelques activités pour les enfants très jeunes, à partir de 5 ans. Et puis pour les ados, qui se déroulent pendant les vacances scolaires ou le mercredi. Donc la préoccupation de la jeunesse, elle existe depuis l'origine de l'école. Ensuite, s'est greffé là-dessus autre chose. Une première expérience qui a été le fait de soutenir une thèse de doctorat en histoire de l'art sur Jean-Baptiste Tavernier, qui, je te raconterai un autre jour, si je devais le définir en 2 ou 3 mots, je dirais que c'est le Marco Polo de la joaillerie. Donc, bref, nous soutenons cette thèse de doctorat qui se déroule pendant 3 ans, et je dirais que c'est, à titre personnel, ma rencontre avec le monde de l'université à haut niveau et ma rencontre avec les chercheurs. À l'issue ou de façon corollaire, nous avons donc pris la décision de créer un département recherche en partant du principe que les contenus que propose l'école doivent être exemplaires. La connaissance évolue, donc on doit toujours pouvoir garantir à nos élèves que ce que nous leur disons, ce que nous leur transmettons est parfaitement exact et est au fait des dernières découvertes sur le sujet, quel que soit le sujet. Donc ça, on le fait avec des chercheurs, obligatoirement. Le faire avec des chercheurs, on travaille avec des chercheurs en externe, mais il fallait les fédérer avec la création d'un département recherche en interne. Ce que nous avons fait, et aujourd'hui en interne, nous avons donc un directeur de la recherche, qui est le directeur de l'enseignement et de la recherche, qui a dans son équipe 3 enseignants-chercheurs. Et j'insiste beaucoup sur le fait que ce sont des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire que je ne souhaite pas avoir dans l'équipe de l'école des chercheurs qui ne font que chercher. Il faut qu'ils soient en contact avec nos élèves, avec le public, de façon toujours la même préoccupation, que la connaissance soit accessible. Les experts qui parlent aux experts, c'est tout à fait louable, mais ce n'est pas le truc de l'école. Donc on crée ce département. Donc on est de plus en plus en relation avec des universités, des centres de recherche, des étudiants, etc. Et nous nous apercevons que autant il y a du soutien pour les étudiants au niveau doctorat, autant en histoire de l'art et en gémologie, il n'existe rien pour les aider au niveau master. Déjà, il n'y a pas de spécialité bijoux en histoire de l'art. Non, mais ça peut-être ce sera un autre combat. J'espère avant le 22e siècle. Et c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas de spécialité bijoux. Mais tu as des étudiants en histoire de l'art qui peuvent s'intéresser plus spécifiquement aux bijoux. Et il faut les aider. Il faut les aider en termes financiers, d'où la création de ces bourses, et puis en termes d'accès aux informations aussi. D'où la création d'une grande bibliothèque de référence qui est en train d'être terminée, si je puis dire, par l'école. Il y a déjà une bibliothèque, mais qui présente à peu près 700 ou 800 livres. Or, nous avons dans nos caves près de 7000 ouvrages qui n'attendent que pouvoir être mis sur des étagères pour être à la disposition des étudiants et des chercheurs qui s'intéressent à ces sujets.
Bon, bref, pour en venir aux étudiants, donc on décide de les aider avec des bourses. Une première année, donc on a fait savoir le fait qu'on donnait des bourses, et puis on a fait les choses très sérieusement. On a un jury qui se réunit, qui choisit des sujets, et nous avons pérennisé ce processus en histoire de l'art, en gémologie, et nous l'avons agrandi en lien avec la pandémie, parce que évidemment, on ne peut être que sensible à la situation de précarité qu'ont vécu les étudiants pendant les 2 dernières années. Donc c'est une action qu'on soutient, qu'on continue, et on fédère autour de nous finalement aussi une communauté universitaire au niveau des étudiants. Et on les encourage à s'intéresser aux bijoux, bien qu'il n'y ait pas de cursus spécifique aux bijoux en histoire de l'art, comme tu le soulignais. La mission de l'école, elle est, comme tu le soulignes, de rassembler et de rassembler à... C'est vraiment un rayonnement, de mon point de vue. Quand je regarde dans les cours, vous parlez du bijou, et donc vous ne parlez pas que de Van Cleef, puisqu'il y a quand même le soutien de Van Cleef, mais vous parlez de tous les bijoux. Quand vous Je peux t'interrompre, on parle quasi pas de Van Cleef & Arpels. Tu as raison. C'est pas, on ne parle pas voilà. On ne parle quasi pas de Van Cleef & Arpels. Et puis, du coup aussi, dans les sujets qui sont abordés, eh ben, il y a des partenariats avec des écoles, des universités, etc., etc. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire de rayonnement de chaque chose à travers cette école, ce qui est quand même assez top dans le secteur, quand même. Nous sommes des adeptes inconditionnels de la transversalité. Nous ne travaillons pas en silo. Nous considérons que toutes les disciplines doivent dialoguer, et nous sommes là pour leur permettre de dialoguer. Et c'est très fructueux. C'est très fructueux parce que, faire dialoguer des experts scientifiques, minéralogistes, avec des historiens de l'art et des ethnologues, c'est à chaque fois tellement stimulant, tellement enrichissant intellectuellement. Tu sais, finalement, je considère que, à titre personnel, je suis incroyablement privilégiée, parce que qui est la première bénéficiaire de tout ça? C'est moi. Je jubile tous les jours. Tous les jours, j'ai cette chance incroyable de rencontrer des individus talentueux qui sont chacun experts dans leur catégorie. Et moi, je suis une éponge, en fait. J'absorbe, et je trouve ça incroyablement fascinant et merveilleux. Pour ça, j'ai beaucoup de chance. Dans le développement de l'école, il y a aussi les expositions qui, en plus, sont entièrement gratuites, ce qui est quand même plutôt rare, Place Vendôme, d'avoir des choses gratuites. Ou ailleurs, Place Vendôme, ou ailleurs. Ou ailleurs, mais bon, Place Vendôme, c'est particulièrement pas gratuit. Enfin, bref. Et donc, il y a ces fameuses expositions. Donc, celle qui a lieu en ce moment, c'est celle sur le bijou dessiné, le dessin, l'histoire du gouaché. C'est là combien, déjà, d'expositions? À Paris, ça doit être la 7e ou la 8e, en 4 ans, ce qui n'est pas si mal. Et puis, dont 2 ans de Covid. Dont 2 ans de Covid, tu as raison. Mais il y en avait une en cours qu'on a arrêtée, réouverte et terminée, qui était dédiée à Jean Vendôme, qui était une exposition magnifique et tellement chargée d'émotions. C'était une belle chose. Et si tu me poses cette question sur les expositions pour le monde entier, puisque l'école voyage également, et donc quand l'école voyage, on a des expositions temporaires, on a dû monter une 20aine d'expositions en tout dans le monde. Alors, mais tu sais, les expositions, nous considérons qu'il y a différentes manières d'enseigner, il y a différents chemins d'enseignement. Bon, donner des cours, c'est un chemin d'enseignement évident pour tout le monde. Faire des conférences aussi, mais une exposition, c'est une manière d'enseigner. Publier des livres, parce que nous avons une activité d'édition importante également. Publier des livres, c'est une manière d'enseigner. Faire un podcast, c'est une manière d'enseigner, etc., etc. Oui, les vidéos, tout ce que l'on peut faire, c'est toujours la même chose. Nous transmettons la connaissance. Et les expositions sont un moyen de transmettre les connaissances. Tu te rappelles, transmettre au public le plus large. C'est pourquoi les expositions sont gratuites. Parce qu'il suffit d'observer la fréquentation des musées, par exemple, et particulièrement en France. On sait bien que la problématique de fréquentation des musées n'est pas sur la quantité, parce qu'il y a énormément de gens qui fréquentent les musées. Mais ce sont presque toujours les mêmes clientèles. On essaye de couper court à ce genre de choses à l'école. Et le fait d'avoir décidé que les expositions étaient gratuites, ouvertes à tous, un peu organisées en ce moment, quand même, avec les créneaux, les quotas, etc. Mais bon, l'organisation, ça se maîtrise. Ça permet d'avoir des publics tellement divers. Et ça aussi, c'est merveilleux. Enfin, tu te promènes dans l'école et tu vois des gens de tous âges,
de toutes conditions sociales, avec des looks complètement différents, allant du gothique en passant par une bourgeoisie assumée. Enfin, tout est possible ici. Et ça, c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Alors, non seulement les expos sont gratuites, mais nous avons décidé également que les catalogues d'exposition seraient gratuits, parce qu'on a besoin d'accompagner une exposition. Donc, le catalogue est un moyen de transmettre les connaissances. La médiation sur poste aussi, la médiation postée est un moyen. Ce qui est important également, parce qu'on parle beaucoup de connaissances, c'est la manière de le faire. C'est un endroit, l'école, où on doit se sentir bien, où on doit être à l'aise. Ça te demande une volonté de le faire, parce que, tu sais, on est dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, place Vendôme, ou à côté de la place Vendôme. Bon, ce sont des endroits intimidants un petit peu pour les gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne viennent pas tous les jours prendre leur café rue de la Paix. Ce sont des endroits intimidants. J'en parle très souvent avec mon équipe, parce que nous avons la chance de vivre dans cet univers, dans cet environnement. Donc on ne se rend plus compte que ça peut faire peur un peu, ou rendre timide. Donc au contraire, on se doit d'être accueillant, chaleureux, disponible. Tu as certainement constaté qu'il y a toujours des personnes... D'abord, l'école travaille avec une porte ouverte, et ensuite il y a toujours des personnes de l'équipe à l'accueil, toujours, qui disent bonjour, qui saluent, qui demandent si elles peuvent aider, qui dirigent. Le public est extrêmement sensible à ça, parce que c'est une façon de prendre en considération les autres. Et cela va d'ailleurs jusqu'au personnel de sécurité, parce qu'on est dans l'univers du bijou, donc forcément on expose des choses qui quelquefois valent un peu de sous. Donc on a du personnel de sécurité, et lorsque je regarde le livre d'or de l'école, sur les expositions, le public remercie le personnel de sécurité de sa bienveillance. Bon, c'est une jolie chose quand même. C'est vrai qu'avoir une attention à tous les détails, qui est quand même le symbole du luxe, et où on est en plus accueilli, alors là, c'est vraiment le bonheur, quoi, en fait. Donc tu vois, quand les gens sont accueillis comme ça, ils sont dans de bonnes dispositions pour apprendre. Et vous aviez fait un podcast aussi, entre le premier et le deuxième confinement, avec Franck Ferrand en partenariat avec Radio Classique, je crois. Absolument. 10 épisodes. Oui. Et ben alors, pourquoi ça s'est arrêté ? Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté ? Mais enfin, Franck, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté ? Écoute, on fait beaucoup de choses. Nos budgets sont quand même pas extensibles. Donc, il y a des moments où il faut faire des choix, mais c'était une jolie aventure. Hein. On a adoré faire ça. Et Franck nous a d'ailleurs appris quelque chose de primordial. Parce que nous sommes sur des formats 2 heures ou 4 heures ou d'exposition. Il nous a appris que le nombre d'informations qu'on peut donner en 2 minutes ou 5 minutes, c'est un truc, mais dingue. Oui, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, ils sont encore en ligne, on peut les trouver. Alors, prochain défi. Prochain défi. Eh bien, écoute, on va entamer en janvier notre année des 10 ans de l'école. Alors, bon, on peut peut-être se dire, 10 ans, c'est sympa, c'est pas très long. La Sorbonne est beaucoup plus âgée. Nous, on est très contents. On trouve qu'en 10 ans, on a fait quand même pas mal de choses. Quand je dis qu'on est très content, c'est que ça nous rend joyeux. C'est pas de l'autosatisfaction. On n'est pas en train de se regarder le nombril, bien sûr. Mais on a, en 10 ans, comme nous le disions, organisé un certain nombre d'expositions, publié beaucoup de livres, créé beaucoup de cours, rencontré énormément d'élèves, 40 000 élèves depuis la création de l'école. 40 000 élèves, c'est pas rien. C'est pas rien. Et puis on a voyagé, l'école s'est posée de manière nomade au Japon 2 fois, aux États-Unis 2 fois, aux Émirats Arabes Unis 2 fois également, 3 fois à Hong Kong, ce qui a été précurseur de l'ouverture d'une école permanente à Hong Kong. Nous avons beaucoup de professeurs qui travaillent avec nous, beaucoup d'experts qui sont autour de nous, qui nous soutiennent. Nous avons des partenariats avec beaucoup de musées et nous allons faire beaucoup de choses l'année prochaine. Et allez, je vais te citer un projet, c'est qu'on devrait ouvrir une 3e école permanente. Et cette fois-ci, elle devrait être ouverte à Shanghai. Trop bien. J'espère. Avec des défis. Parce que à Shanghai, on ne parle pas anglais ni français. Donc les défis et culturels et linguistiques sont non négligeables. Oui, là, je n'avais pas mesuré, mais oui, maintenant que tu le dis, effectivement. Mais tu sais, oui, mais en même temps, tu t'es peut-être pas rendu compte, mais les conférences digitales, elles sont en traduction simultanée, elles sont données en français ou en anglais, mais elles sont en traduction simultanée d'ores et déjà, en japonais, en cantonais et en mandarin. Le coréen va arriver
À partir du moment où tu as la traduction simultanée dans une langue, après tout... Tout est possible. Tout est possible. Donc, la problématique linguistique, elle est de toute façon au cœur de l'école, puisque on doit être connecté le plus possible sur nos élèves. Donc, il faut qu'ils puissent nous parler et puis qu'on puisse leur répondre. Alors, dernière question, qui est la question gimmick que je pose à tout le monde. Pour une jeune fille qui voudrait rentrer dans le secteur ou faire comme toi, quel conseil tu lui donnerais ? D'être curieuse, vraiment. Donc, tu as bien compris que pour moi, la curiosité est une qualité. Je considère que c'est une qualité. Et d'être curieuse, parce que quand on est curieux et qu'on a donc envie de découvrir, il faut un peu bosser, mais après on se donne les moyens de... Et donc on est ouvert à ce qui peut se passer. Si je reviens sur ma vie professionnelle, est-ce que tu penses une seule seconde que lorsque j'étais prof de français, je pouvais supposer qu'aujourd'hui on discuterait de ça toutes les deux, aujourd'hui de ces sujets, et que j'aurais fait tout ce parcours dans des univers professionnels différents, rencontrant plein de gens complètement différents, jamais. Donc, je ne sais pas si je pourrais me permettre d'ailleurs de dire qu'il ne faut pas trop être obsédé par sa gestion de carrière. Et tu peux tout te permettre, c'est ton micro. Alors, oui, c'est vrai. Mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ce n'est pas ma façon d'être. Je ne fais pas des plans, je fais des choses et je m'amuse, je m'intéresse. Il faut être vivant dans sa vie professionnelle. Puis les opportunités, elles sont là, elles se présentent. On n'est jamais enfermé dans une boîte, en fait. On est enfermé dans une boîte que lorsqu'on se laisse enfermer. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie. Merci, Anne. Au revoir. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Marie Vallanet sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Notre prochain rendez-vous avec Brillante sera le 19 décembre et je recevrai Muriel Piazeur, la fondatrice du salon Precious Room by Muriel Piazeur. Le podcast Il était une fois le bijou est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler. Mais il faudra entendre encore un peu. Alors la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast Le bijou comme un bisou pour une nouvelle histoire de bijoux. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain et en attendant, soyez brillants.